Loin du côté festif, le mariage est soumis à de nombreuses règles, lesquelles découlent du choix des conjoints. Régime matrimonial ou forme de mariage, il y a des engagements à respecter. Les enfreindre entraînent des conséquences pouvant mener soit au divorce ou même à la case prison. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour, nous parlons d'adultère. Alors, comment prouver un adultère et quelles sont les preuves admises par le tribunal? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Sylvie Ekobel, les juristes. Sylvie, merci, bienvenue. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, nous avons demandé aux Camerounais qu'est-ce qu'ils pensent de l'adultère et pour eux, c'est quoi la raison. Je vous propose de les écouter. C'est le non-respect d'engagement marital. Hein? Lorsque deux personnes se marient, ils doivent se respecter, c'est-à-dire être en mesure de garder les secrets entre eux. Le divorce, les causes et les conséquences. C'est ça d'abord l'adultère. Parce que ça fait partie des en dehors du foyer, on mène l'activité sexuelle en dehors du foyer. En quelque sorte, c'est ça. Pourquoi certaines personnes le font? Certains le font par égoïsme. Il y a l'égoïsme, mais beaucoup plus par le manque de respect. Vous savez que quand il y a incompatibilité dans un foyer et que l'un ou l'autre décide de violer cette règle qui est la fidélité, bon, on est déjà atteinte de cette maladie qui est l'adultère. Pour moi, l'adultère, une personne adultère, c'est une personne qui trompe son partenaire. Pourquoi ça peut arriver? Je ne sais pas, peut-être pour plusieurs raisons. L'insatisfaction en tout cas, le plus souvent. Parfois aussi, c'est parce qu'on se met en relation avec des personnes qu'on n'aime pas réellement, c'est-à-dire soit peut-être pour le matériel ou bien autre chose. On est obligé d'aller voir dehors. C'est tout ce qui est relation sexuelle entre couples mariés avec des conjoints qui ne sont pas leurs époux et épouses. D'après vous, pourquoi certaines personnes le font alors? Maintenant, la question est complexe. Notre société est une société de consommation et de plus en plus d'individualisme. Donc les gens sont peut-être portés à considérer le mariage comme un bien de consommation. Et certains peuvent s'autoriser la liberté de consommer autre chose que, entre guillemets, leurs époux et épouses. Donc pour moi, c'est plus la société qui rend facile les travers d'adultère. L'adultère, ça renvoie à une infidélité. Une infidélité de deux partenaires. Oui. Un homme qui trompe sa femme, soit une femme qui trompe son homme. Je résume ça en adultère. Qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à le commettre? Certaines personnes à le commettre, ça dépend de l'entendement de chaque partenaire. Je ne sais pas si un partenaire a eu à offenser un autre partenaire, ça pousse l'autre partenaire à partir vers l'adultère. Donc je me dis, c'est une histoire, ça vient au fond du cœur, une histoire personnelle au fait. Oui. Mais forcément un péché. L'adultère, c'est un péché. Pour ceux qui lisent la Bible, le Coran, savent déjà que l'adultère, c'est un péché. Pourquoi est-ce que certaines personnes le commettent? Bon, vous savez, c'est comme la loi. La loi est là, mais ce n'est pas tout le monde qui respecte la loi. Chacun décide de respecter ou pas. Donc, je pense que ceux qui décident de le faire, ils le savent. Ils savent que c'est interdit, mais ils le font. Donc, c'est un peu ça. Alors, Sylvie, vous avez écouté ces Camerounais. Est-ce qu'ils sont quand même dans
dans le bon chemin? Est-ce qu'ils ont raison dans leur réponse? Et plus loin, vous allez nous dire c'est quoi? Parce qu'on a entendu parler d'infidélité, adultère, infidélité. C'est quoi le lien? C'est quoi la différence? Je pense que ces personnes qui sont passées tout à l'heure, elles sont dans le vrai en fait. Les causes de l'adultère sont multiples et puis ça dépend de tout un chacun, ça dépend du couple, ça dépend de la configuration du couple. Il n'y a pas une cause spécifique. Il n'y a pas un élément qui peut pousser, qu'on peut dire qui peut pousser un partenaire à aller s'offrir le luxe d'aller tromper son conjoint. Mais il faut dire que le plus souvent, soit c'est la routine, soit parce qu'on est insatisfait des prestations de son partenaire, soit parce qu'on est un infidèle notoire, parce qu'on se dit qu'on a le droit, on se donne ce droit, on s'autorise d'aller voir ailleurs, et soit peut-être parce qu'on se dit que l'herbe est mieux verte ailleurs qu'à l'intérieur, et puis on se permet comme ça de le faire. Il faut se dire que dans notre coutume, mais au Cameroun, on a tendance à dire qu'on ne peut pas, entre guillemets, consommer le même plat tous les jours et que les hommes, entre guillemets, sauf ce plaisir en se disant qu'un vrai homme africain camerounais doit nécessairement avoir plusieurs compagnes. Un bantou. Alors, il y a un monsieur qui a parlé de la société. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que la société peut impacter, influencer effectivement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est qu'on vit dans une société où les mœurs sont perdues de leur valeur. On a l'impression qu'on vit dans une société qui se détériore au fil du temps. On a l'impression que lorsque un homme dit peut-être à ses amis qu'il est fidèle à sa femme, vous allez voir que c'est ce dernier qui va être moqué, il va subir des railleries de la part de ses amis, parce qu'on a tendance à croire qu'un vrai homme africain, camerounais, bantou, c'est celui qui, non seulement il a une épouse légitime, mais également qui partage ses nuits avec plusieurs maîtresses, plusieurs concubines. Donc c'est ça en réalité qui fait l'homme africain, l'homme camerounais. Donc c'est la société le plus souvent qui peut intoxiquer ces personnes à agir de la sorte. C'est vrai qu'en dehors de cela, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il peut y avoir certaines raisons qui peuvent être personnelles, soit peut-être parce qu'on a fait un mauvais choix de son partenaire, qu'on découvre plus tard que cette personne ne nous convient pas, soit parce que ce partenaire n'épouse plus notre vision de l'avenir, soit parce qu'il y a des crises qui sont nées dans le foyer qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir régler au fil du temps, et soit parce que peut-être on a un appétit sexuel débordant et on se dit que le partenaire avec lequel on partage la vie ne nous satisfait plus, ou bien ne peut pas combler tous ces désirs, on veut donc expérimenter d'autres choses ailleurs. D'autres choses. Bon, peut-être qu'il y a le divorce, on va parler dans le cours de l'émission. Déjà, dites-nous alors, adultère, infidélité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelle différence s'il y en a? En fait, il faut faire une nette différence entre l'infidélité et l'adultère. C'est un amalgame que les gens font parce qu'ils ne sont pas avertis de la chose. Mais il faut dire qu'on parle d'infidélité, c'est pour des personnes qui sont non mariées, c'est pour des concubins, des personnes qui ne sont pas liées par un engagement, qui sont passées devant l'officier d'état civil. Donc toute personne qui vit en une relation avec quiconque et que ces derniers s'offrent le luxe d'aller voir ailleurs, là nous sommes dans un cadre d'infidélité. Mais lorsqu'on parle d'adultère, l'adultère c'est spécifique pour des personnes qui sont légalement mariées. Dès lors que vous n'êtes pas légalement marié, vous ne pouvez pas parler d'adultère, mais vous pouvez parler d'infidélité. Donc l'adultère c'est exclusivement réservé à des personnes qui sont légalement mariées. Qu'il s'agit qu'ils ont contracté un mariage sous la forme polygamie ou monogamie, voilà, il y a adultère. Alors, comment prouver un adultère? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des preuves spécifiques, ou alors de trouver son mari dans un restaurant, par exemple, avec en charmante compagnie, ça veut dire que c'est un adultère? Il faut dire que déjà, l'article 229, 231, 232, 232, 131, 232 du Code civil ont dressé comme ça un tableau, un portrait de tout ce qui peut constituer comme cause de divorce, y compris, bien entendu, le divorce en fait partie. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'adultère, c'est le fait pour un partenaire, que ce soit la femme ou l'homme, parce qu'on ne fait plus de distinction comme précédemment, d'entretenir des rapports intimes avec une autre personne que son ou ses conjoints. Quand je parle de ses conjoints, c'est parce qu'il peut y avoir un cas de polygamie. Maintenant, c'est le rapport intime, effectivement, qui est consommé, qui atteste qu'effectivement il y a eu adultère. Mais bien entendu, devant une juridiction, lorsqu'on n'a pas pu avoir un cas de flagrant délit, peut-être constaté par un huissier de justice, parce qu'il faut dire que pour qu'on puisse
on appelle ça comment, attester en matière de flagrant délit, il faudrait déjà obtenir une ordonnance du président du tribunal qui vous permet de pouvoir désigner, en fait, de choisir un huissier qui va effectuer une descente ou bien voilà, une investigation pour pouvoir obtenir un PV d'adultère. Maintenant, dès lors qu'on n'a pas ces éléments, on peut prouver l'adultère par tout moyen, par des correspondances, par les SMS. Lorsque dans ces correspondances, il y a des... En fait, lorsqu'il y a les conversations sont... il n'y a aucune équivoque dans la relation qu'il y a eu entre votre partenaire et la tierce personne. C'est-à-dire, dans ces conversations, on va voir peut-être qu'ils se donnent rendez-vous, ils parlent de leurs différents ébats, ils s'en vantent, ils s'en méritent. Et avec ces SMS, ce sont des preuves flagrantes qu'effectivement, il y a une conjonction amoureuse ou il y a un partage de relations intimes entre ces personnes. Deuxièmement, également, lorsque vous avez un acte de naissance de l'enfant adultérant que votre partenaire a eu, ça c'est un élément indéniable de l'adultère. Mais maintenant, il faut dire que lorsqu'on obtient les SMS, les correspondances, tous ces éléments ne doivent pas être obtenus par des moyens de violence ou de fraude. Lorsque vous avez obtenu ces éléments par la fraude et la violence, le juge ne va pas les admettre. Mais lorsque vous avez obtenu, je vais dire licitement, c'est-à-dire si peut-être votre partenaire a oublié son téléphone au chevet du lit, qu'il n'y a pas eu de code et que vous avez réussi à obtenir des SMS et autres, voilà, cela, il s'agit, voilà, vous n'avez pas obtenu cela par fraude. C'est la même chose pour l'ordinateur, c'est la même chose pour une correspondance et autres. Donc l'essentiel, c'est d'obtenir légalement, je vais dire entre guillemets, ces SMS et autres. Mais quand on parle de téléphone, le téléphone il est personnel. Aller fouiller son téléphone, est-ce que c'est pas, c'est sa vie privée? Oui, mais si vous avez fouillé son téléphone par inadvertance, ça veut dire que vous n'avez pas craqué le code de son téléphone pour pouvoir obtenir cette information. Je veux dire que mon téléphone, il est personnel, il a. Moi, je pense que c'est aussi dans la loi. J'ai droit à ma vie privée, à mon intimité. C'est-à-dire que ça, c'est une violation de mes messages. Tout à fait. Voilà. Mais il faut dire que le principe en matière de divorce, on va dire des différentes étapes tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas demander au juge de prononcer un divorce si vous n'avez pas des éléments de preuve. Parce que le principe au Cameroun encore actuellement, c'est le divorce pour faute. Alors comment est-ce que vous allez présenter, vous allez démontrer au juge que votre partenaire a fauté si vous n'apportez pas des éléments de preuve? Parce que le juge ne se base que sur des éléments de preuve pour pouvoir rendre une décision. Donc vos dires, vos affirmations n'ont aucun effet si ces éléments ne sont pas étayés par des éléments probants, des éléments de preuve. Donc vous pouvez obtenir les preuves par tout moyen, mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que ça ne soit pas obtenu par la fraude ni la violence. Très bien. Là, vous avez parlé de divorce, on comprend très bien que c'est une des conséquences de l'adultère. Alors, dites-nous plus. Est-ce que c'est juste, bon, puisque le divorce, il faut une cause, il faut toujours la faute d'un des partenaires, devenir simplement dit adultère, c'est bon? Bon, avec les preuves, bien évidemment. Bien. Il faut dire qu'en l'état actuel au Cameroun, de notre législation, le divorce, c'était le divorce pour faute. Le divorce par consentement mutuel ou bien pour la rupture de vie conjugale, ce n'est pas établi, ce n'est pas légal au Cameroun. Donc, on se base sur la faute qui a été commise par l'un des partenaires au cours de la vie conjugale. Maintenant, il faut, d'entrée de jeu, dire que le juge ne va statuer que sur la requête que vous avez présentée quand il s'agit, lorsque vous avez saisi, parce qu'il faut dire qu'il y a deux juridictions, le tribunal de grande instance et le tribunal de premier degré. Le tribunal de grande instance qui juge d'après le droit écrit, le tribunal de premier degré qui juge d'après la coutume des parties. Et ces causes sont différentes d'après les deux juridictions. Le tribunal de grande instance, ce sont les causes facultatives et les causes péremptoires. Les causes péremptoires, il s'agit de l'adultère et d'une condamnation pour une peine afflictive et inflammable. Donc, lorsque l'un de votre partenaire a été condamné à une peine privative de liberté. L'adultère, on l'a défini tout à l'heure. Maintenant, vous rédigez une requête que vous allez déposer auprès du tribunal assortie d'une ordonnance. Le juge va vous donner une ordonnance qui va vous permettre de convoquer votre partenaire auprès du tribunal. Il y a deux phases, une phase de conciliation qui peut être de 2 mois à 6 mois. Le juge vous invite dans son bureau, il essaye de vous concilier, il essaye d'entendre les parties et après cette conciliation, il peut rendre une ordonnance de conciliation ou bien une ordonnance de non-conciliation. Muni de cette ordonnance, vous saisissez le juge au fond par une assignation et ce juge va maintenant prononcer le divorce. Ou bien, lorsqu'il estime, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il estime que les éléments ne sont pas fondés, il peut ne pas prononcer le divorce. Mais il faut dire que lorsque vous rédigez votre requête, premièrement, à l'entrée de jeu, vous relatez les faits. Et deuxièmement, c'est ça qui est important, les conséquences du divorce, c'est-à-dire les éléments, on appelle ça comment,
ce que vous demandez, c'est-à-dire la garde des enfants, la garde de l'enfant, le paiement de la pension alimentaire pour vous, pour votre époux, le maintien au domicile conjugal et souvent les dommages et intérêts et la liquidation de la communauté. Les dommages et intérêts, c'est que lorsque vous vous basez sur l'article 1382 du Code civil, lorsque vous estimez que votre partenaire, par son attitude, son inconduite, vous a causé des torts et que vous sollicitez réparation. Maintenant, devant au tribunal de premier degré, on juge d'après la coutume, comme je l'ai dit. Ici, c'était la législation qui était prévue par la législation coloniale, par un arrêté du 26 mai 1934. Donc ici, c'est justement pas la coutume. Soit vous avez de coutume Bamileke, vous avez de coutume Sawa et autres, on juge d'après la coutume. Mais il faut dire que dans cette juridiction, à l'époque, les causes des divorces étaient scindées en deux. Celles qui étaient réservées à la femme et celles qui étaient réservées à l'homme. La stérilité, le refus de consommer le mariage, le refus d'espacement des naissances. Pour l'homme, peut-être le fait de ne pas prendre soin de sa famille, d'être un homme irresponsable, l'impuissance et autres. Donc voilà les différentes causes. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que lorsque vous introduisez une requête au fin de divorce, il faut apporter des éléments de preuve. Le juge ne doit statuer que sur les éléments de preuve que vous avez apportés. D'accord. Alors, là, vous parlez au civil. Est-ce que j'ai tout faux quand je dis que on peut également juger l'adultère au pénal? Il faut dire que l'adultère au niveau pénal, avec le nouveau code pénal de 1996, ici, a apporté des innovations. Okay. Non seulement l'adultère est déjà, je vais dire qu'il n'y a plus de discrimination en matière de constat d'adultère entre l'homme et la femme, parce qu'à l'époque, il fallait qu'on trouve un homme dans une même situation avec la même femme de manière répétée et autres, ce qui était différent de la femme. Mais maintenant, on constate le divorce lorsque ce dernier, même s'il est dans une situation de polygamie, entretient une relation, qu'elle soit continue ou non, avec une autre personne, autre que son épouse ou ses épouses. Donc voilà une innovation. Maintenant, il faut dire que le divorce ici, pénalement, c'est une infraction qui est pénalement punie. L'adultère ici. Ici, il faut dire qu'elle est passible des peines privatives de liberté et des amendes. Aussi bien pour l'auteur, c'est ça l'innovation, aussi bien pour l'auteur de l'adultère que pour le complice. Le complice, c'est qui? C'est peut-être la femme ou bien c'est l'homme. Ça veut dire que lorsque vous pouvez attraire votre mari devant le tribunal, mais vous pouvez également attraire son complice ou sa complice devant le tribunal. Expliquez-nous bien cette affaire de complice-là. La complice, c'est qui? La femme avec qui il est retrouvé ou alors, je ne comprends pas très bien la femme, voilà, dans l'adultère. La femme généralement avec qui il est retrouvé, ou bien les femmes, ou bien comme nous sommes dans un monde qui évolue, ou bien l'homme avec qui on l'a retrouvé. Voilà, donc ça veut dire, dans notre jargon, on appelle ça maîtresse et autres. Voilà. Oui. Donc c'est ça la complicité d'adultère. Mais il faut dire d'entrée de jeu aussi, un bémol, c'est que la plainte que vous avez introduite, vous pouvez la retirer et là les poursuites cessent. Ça veut dire que c'est vous qui décidez d'engager cette procédure et que lorsque vous renoncez à poursuivre votre époux, la procédure s'arrête. Très bien. Alors, on peut avoir des peines privatives de liberté. Lorsqu'on est dans une société qui se veut le garant de la famille, comment est-ce qu'on peut vraiment envisager une vie de famille si l'un des conjoints envoie l'autre en prison? Je veux dire, quand il va en prison, on peut se dire que le divorce va être prononcé, ou alors est-ce qu'on imagine une vie après la prison il faut faire une précision. Il faut dire que dès lors qu'on saisit, dès lors qu'on introduit une action devant en matière correctionnelle et autres, cela ne met pas fin au divorce. Le divorce est prononcé en matière civile, devant le juge civil. C'est le juge civil qui prononce. Mais lorsque vous saisissez en matière pénale, ça veut dire que vous voulez que ce dernier soit châtié. Ça veut dire que les peines privatives des peines privatives de liberté et des amendes. Mais maintenant, il faut dire que lorsque une personne, un couple, en fait une personne, un conjoint décide d'intenter ce type d'action, ça veut dire que l'action ou l'acte que son compagnon a causé a effrité considérablement leur vie quotidienne, a heurté sensiblement le partenaire et la personne qui se sent meurtrie dans sa chair, qui se sent trahie, parce qu'il faut dire que l'adultère c'est une injure, qui se sent injuriée parce que l'adultère jette l'opprobre vis-à-vis de la victime. Cette personne demande donc réparation et c'est normal qu'elle puisse saisir les juridictions pour qu'elle puisse obtenir réparation. Je pense que cette personne ne veut plus vraiment le mariage parce que qu'un conjoint revienne de prison et s'installe avec vous, peut-être qu'il faut dormir d'un seul œil. Hein. Je réfléchis à haute voix.
Alors là, je pose maintenant la question à l'observateur de la société que vous êtes. Est-ce que, on le sait, chaque cause a un effet. Est-ce que quelque part, il ne faut pas s'arrêter sur là où les causes de l'adultère? Je pense qu'il faut s'arrêter sérieusement et en parler. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une société où les valeurs ont presque, entre guillemets, ont foutu le camp, où on ne prend plus en considération le choix de son partenaire, on ne prend plus en considération, on n'accorde plus autant d'importance au mariage qui est extrêmement sacré, aussi bien dans nos juridictions, en fait, dans notre code législatif que par la Bible, en fait. Il faut dire que le choix de son partenaire est un fondement important pour la structuration, pour la solidité de son couple. Premièrement, dans la société, les gens se marient pour X ou Y raison autre que le bonheur de son foyer ou bien que l'harmonie du couple. On se marie peut-être parce qu'on veut quitter le célibat, on veut fuir le célibat parce qu'à un certain âge, on estime que vous êtes trop vieux ou trop vieille et que peut-être, voilà, ou bien parce que vous ne voulez plus payer le loyer, comme vous l'avez dit, ou bien parce qu'on estime que X ou Y peut nous apporter un plus dans la société, une ascension sociale et on veut quitter de cette pauvreté. Donc ça veut dire que les éléments réels, les raisons de base qui doivent fonder votre décision sont basées sur des choses qui sont, à mon sens, futiles. Lorsque vous fondez donc une décision qui déjà engage non seulement votre vie, mais votre avenir, et également l'avenir de vos futurs enfants sur des éléments que j'estime futiles, ne soyez pas surpris que quelques années plus tard, vous vous retrouvez à la case de départ parce que le plus souvent on se marie, c'est quelques années qu'on se rend compte qu'on a faussé complètement la ligne et qu'on s'est marié avec un inconnu. Parce qu'il faut se dire que lorsque vous faites vos calculs, la personne en face de vous fait également ses calculs. Et le plus souvent, on se retrouve avec un étranger au sein du foyer. Et ça, c'est l'une des raisons. Parce qu'une autre raison aussi, c'est que pendant qu'on se fréquente, on ne parle pas assez des éléments fondamentaux qui vont régir notre foyer plus tard. C'est-à-dire le problème d'argent, des finances, le problème de l'espacement des naissances, le nombre d'enfants, l'avenir de notre couple. Voilà autant d'éléments. Lorsqu'on ne parle pas des finances, plus tard, on va se retrouver avec un problème important. Qui va gérer les finances du foyer? Qui va contribuer à X? Qui va contribuer à Y? Très bien. Dites-nous, j'ai été un peu attirée par l'article 361 du Code pénal. Lui fait uniquement mention de la femme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre loi pour les hommes ou alors? Non, il faut dire qu'avec, je l'ai dit d'entrée de jeu, avec l'innovation, avec le code pénal, le nouveau code pénal de 1996, heureusement, il y a certaines dispositions qui ont été amendées. Et là, on a vu une évolution au niveau de l'égalité des droits. Parce qu'il faut se dire qu'avant, à l'époque, avec l'ancien code pénal, en fait, avec les mentions qu'il y avait jadis, ici, ça faisait une nette discrimination entre le constat d'adultère ou bien l'adultère vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Parce que vis-à-vis des femmes, c'était net et clair. Lorsqu'on estime que vous avez entretenu une relation extra-conjugale avec quelqu'un, là, directement, on pouvait constater, on pouvait parler, établir qu'il y a eu adultère. Pour l'homme, par contre, c'est un peu compliqué. Il faudrait que ça se passe dans un même lieu, avec la même femme, de manière répétée. Et puis, dans ce cas, on estime qu'il y a eu adultère. Mais maintenant, avec les nouvelles dispositions du Code pénal, il y a une forme d'égalité. Ça veut dire que peu importe qu'il y ait récurrence, peu importe qu'il s'agit de la même femme, peu importe qu'il s'agit du même lieu, dès lors qu'on estime, bien dès qu'on a la preuve qu'il y a une conjonction, il y a une consommation, il y a eu des relations intimes avec une tierce personne, autre que son partenaire, il y a adultère. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types d'adultère? Il n'y a pas plusieurs types d'adultère, à ma connaissance, en fait. Juste que l'adultère est puni des mêmes peines privatives est puni des mêmes peines privatives de liberté, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. L'adultère, d'après le droit écrit, le droit civil, ici, l'article 229 et suivant du Code civil, ce sont les mêmes causes de l'adultère, les causes facultatives et les causes péremptoires. Les causes péremptoires, il s'agit de l'adultère, je l'ai dit, les condamnations pour les peines privatives de liberté. Et maintenant, lorsqu'il s'agit ici là, des causes facultatives, ce sont les excès, les violences et les sévices. Voilà. Alors dites-nous, peut-être pour sortir, pour rapidement remettre en compte bien dans la tête de tout un chacun les sanctions en cas d'adultère. Il faut dire que les sanctions en cas d'adultère sont assez graves. C'est ce que moi je qualifie souvent des conséquences liées au divorce.
les conséquences liées au divorce, il y a les conséquences vis-à-vis des époux et les conséquences vis-à-vis des enfants. Les conséquences, on va d'abord premièrement parler des conséquences vis-à-vis des enfants. Le problème principal, c'est au niveau de la garde des enfants, lorsque vous avez des enfants. Qui va obtenir la garde des enfants? Comment est-ce que la garde des enfants va être, le droit de visite va être reparti? C'est autant de choses. Et au niveau aussi du paiement de la pension alimentaire, voilà autant de conséquences. Il faut savoir que la garde de l'enfant est faite, le juge accorde la garde des enfants, pas parce que vous aviez eu tort ou raison lors de la procédure de divorce, mais la garde des enfants est attribuée à celui qui a même de s'occuper de l'enfant. C'est fait dans l'intérêt général de l'enfant. C'est une fausse jurisprudence qui, plusieurs personnes ont tendance à croire que lorsqu'un enfant a moins de 7 ans, la garde est officiellement attribuée à la mère et qu'à 7 ans, le père peut prendre. Non, la garde de l'enfant, même de 2 ans, 3 ans et autres, peut être attribuée au père si on estime, même si c'est lui qui a tort, mais si on estime que c'est lui qui offre plus de garanties, qui peut s'occuper mieux de l'enfant au niveau des soins qu'il peut attribuer à l'enfant, s'il a un meilleur cadre pour accueillir l'enfant, si l'enfant se sent plus épanoui, on estime que l'enfant sera plus épanoui à ses côtés, la garde lui sera attribuée. Et vice-versa pour la femme. Donc, que vous ayez perdu le procès, que le procès soit, le divorce soit prononcé à vos torts exclusifs, si on estime que vous avez un meilleur encadrement, la garde de l'enfant va vous être attribuée parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui est primordial, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Maintenant, au niveau des conséquences vis-à-vis des époux, on peut demander, il s'agit ici de la liquidation de la communauté. La communauté, ça veut dire que quoi, l'ensemble des biens que vous avez eu à amasser au cours du mariage, vous pouvez demander au juge de désigner un notaire qui va pouvoir faciliter la liquidation de la communauté et également le paiement de la pension alimentaire pour vous. Je crois que ce soit l'homme, que ce soit la femme, si c'est vous qui êtes en une nation en divorce, c'est vous qui demandez donc le paiement de la pension alimentaire, le dommage et intérêt, ou bien le maintien dans le domicile conjugal. Voilà autant de demandes, de conséquences qui sont liées au divorce. Et maintenant, ça c'est sur le plan légal. Maintenant, il faut dire que sur le plan social, le divorce entraîne énormément de conséquences. Parce que vous allez voir que plusieurs personnes après un divorce se sentent trahies, ils subissent des dépressions et autres parce que vous avez déjà une vie commune et qu'au lendemain vous trouvez comme ça que vous devez recommencer à zéro. Mais ce que j'aimerais dire, si je me permets, j'aimerais dire aux uns et aux autres que le divorce, le divorce n'est pas une sanction en fait. Le divorce ne doit pas être considéré comme un échec parce qu'il faut dire qu'il y a souvent les divorces où on sort de là, on est guéri. Le divorce peut être salvateur lorsque votre vie est en danger, lorsque votre bonheur, votre stabilité, votre tranquillité mentale, votre santé mentale est en danger. Donc, il ne faut pas considérer le divorce le plus souvent comme si c'était un échec. Et c'est ça que la société a souvent tendance à renvoyer à des personnes qui veulent divorcer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens malheureux être unis pendant longtemps et pourtant qu'ils ne partagent plus absolument rien parce qu'ils ont peur du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire parce que je suis divorcée? Il faut se dire qu'après un divorce, il y a une autre vie. On peut renaître, on peut recommencer sa vie. On a vu des personnes qui ont perdu leur vie parce qu'elles ont voulu rester dans un foyer pourtant qu'elles n'étaient plus heureuses. D'accord. Alors, il faudrait que la société soit moins dure avec ses enfants. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie, merci Sylvie Ekobé pour ces enseignements et surtout pour la disponibilité. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.